what we're actually hearing, the remix that you've done of the Archives of Radio Caroline. So should I look at you as we do this? Sure. Okay. So what we've done is we've taken excerpts from various archival recordings of the 1964 to 1967 period of Radio Caroline. And we've taken the excerpts that we've taken and remixed, mark time, mark geography, and speak about the relationship between broadcast and the site where it's broadcasting from. So you hear moments where they're talking about the boat and the water hitting the side of the boat, and that may be affecting the broadcast as well. Mm-hmm. So this all started in 1964, right? Yes. Yes. Was there pirate radio before that? I'm sure, to some extent, sure, but I think, you know, my understanding is that, or our understanding is that pirate radio kind of began with these radio ships, and that's where the term pirate came from. So, you know, like one occupying a ship, or you know, the idea of piracy. This is a piracy of the airwaves, occupying a space that should be open and free for people to use, and however, it isn't necessarily today, nor was it then historically. You know what I really liked about the piece when I first saw it was the way, and it was the title of the show itself, the way it was a contagious form of media. And what's pleasing about this setup here is that it seems to be somehow contaminating the very contaminated public space around here with this sort of, because art can always have a political dimension in terms of its forms of representation, but if it's really going to have any operative effect in the world, it's got to somehow become contagious. Well, I think, and that's what the interesting thing about radio is, you know, that there aren't really any sort of physical borders that that can block the signal necessarily, and it depends on the type of transmission device that you're using. We're using a very low power transmission device, but this idea that, you know, even though the visual or the drawing exists within this space, the sound can travel outside of this space. It travels, you know, outside of the walls, and actually, because we're not in a very media-saturated environment here, the signal travels, you know, all the way down the block, which means that, yeah, it contaminates the airwaves here. It means that people down the street can be listening to our radio transmission. They might, you know, kind of happen upon that, and it changes the way that audience interacts with the work, right? I think also the fact that it's using a kind of a craft medium, you know, the wall drawing that's been done with just in a very sort of simple and rudimentary way is also very alienating for people, you know, who might otherwise be a little bit reticent to looking at conceptual art projects. There's something a little bit reassuring about it that kind of also has a contagious side. Yeah, I think there's it's definitely like string art from the 70s. I mean, that was one of the things we were thinking about when we were producing this antenna. And right, it has a kind of craft element to it, but then it's also functional, right? Because the sound is traveling through the drawing, and the drawing acts as an antenna as well for the transmission. Great. We have got reports from as far back as far away, rather, as New Zealand and Australia. You can actually hear it. Won't be very good, of course, but... The weather, the sun which came out over the south of England this afternoon, just despite the forecasters, should keep the sky... Okay, yeah, so we're here in front of our line drawing Radio Caroline, and what I was telling Stephen is that, like Christopher Columbus, Radio Caroline also had a fleet of 3 ships. So what we're representing here is the original Radio Caroline that was active during, its pirate years was active during 1964 and 1967. And then after that, they brought on 2 other ships, Mi Amigo, that sank in about 1984 off the coast of Norway. So basically for us, this drawing functions as an antenna, and if you follow the line up, it's connected to a transmitter that's then broadcasting out into the ether, and basically being able to locate our broadcast about 3
I would say about a block and a half or so. And our interest in using this kind of technology is not just occupying a public space like a gallery exhibition, but also the ether, you know, having it be a viable public space to then occupy. In the United States, we're under heavy regulation by the Federal Communications Commission, and you know, it varies from country to country. In France, I'm not sure what the laws are here. I'm sure it's illegal what we're doing, but you know, as long as we're locating it within the context of art, I guess it makes it viable. Suite à cette proposition donc, de Radio Caroline, c'est les voix tues qui sont arrachées au silence par les archives, une sorte de mobilisation des archives. On se retrouve face à deux autres propositions graphiques qui s'opposent de manière instructive, je crois. Ici, les dessins de très très grand format de Myriam Khan, où nous avons affaire à quelque chose qui est assez traditionnel, même si le format est exorbitant par rapport au format traditionnel de dessin, à savoir une mise en évidence de l'expressivité subjective de l'artiste. Et à cette expressivité subjective répond l'excavation, enfin à cette excavation répond en quelque sorte l'évacuation subjective très radicale de l'artiste Alan Storey. Et donc la proposition est la suivante: il a mis dans ses caisses utilisées pour le transport des œuvres d'art des feuilles blanches, et à l'intérieur de la caisse, un petit véhicule sans moteur qui se promène librement à l'intérieur, traçant chaque mouvement de la caisse, une sorte de petit traceur comme ça, avec un stylo. Et l'idée, c'est qu'il a mis les caisses dans un bateau à Vancouver, dans le port de Vancouver, sur la côte ouest canadienne. Donc le bateau fait le tour de la planète et arrive au port de Brest. Et le traceur à l'intérieur enregistre chaque mouvement lors de ce voyage. Donc nous avons une sorte de cartographie du voyage. Mais ce qui est très intéressant sur le plan de l'histoire de l'art, je crois, c'est que toute intervention de l'artiste se situe en amont du dessin en tant que tel. Donc la cartographie qui est dessinée a un caractère presque inhumain, ou post-humain, en tout cas très inquiétant, ce qui est notamment le cas dans cette case ici à droite. Et donc il y a une intervention de l'artiste, mais il n'y a aucune intentionnalité artistique, aucune volonté dans la réalisation du dessin. So Alan, maybe you could talk about the two different, the process in general, in the context of your work, and how you came up with this project. Mm-hmm. Well, how I came up with the project actually was for an exhibition I did in New York about 10 or 12 years ago. And I sent a series of scale models in crates that were very badly handled and broken and smashed up. And so it got me thinking about what happens to the crate when you give it to the shipping company and it travels. So the idea of making a machine that would make a drawing of how the crate was handled sort of came to be. And I put different handling language on each crate. So this crate says this side up at all times, and another crate says other side up on all 6 surfaces. So when it's encountered on the loading dock, it would get turned over. And it has written a history of its travels, of how it was handled. Right. But drawing machines is something that that's very central to your, at least a part of your art practice for a long time. Mm-hmm. Yes, I've been playing with or exploring, researching with mark-making devices for a long time, basically setting up different parameters for each one based on a kind of site-responsive or inherent action involved in each circumstance. So each drawing machine has been a different incarnation of the mark-making device, given the certain circumstances that they're involved in. Right. What's fascinating when we look at this is that, I mean, what struck me when we popped the case open is, well, there's drawing on 3 sides, and they're very different types of drawings. They are, and that could have something to do with
the different circumstances at which they were traveling, either on a truck or on a train at a certain point, or in the ship as it was moving in different ways. It could be different shock absorbers on one vehicle as compared to the springs on another, or even on the circumstances of the driver and how they were actually driving, whether it was aggressively or smoothly. Or. But there's like regular patterns. There seems to be like there's a concentration in each corner, because that's where the stylus would. The stylus, the device itself, I'll just pull it out. It's designed in such a way that when the crate is turned over, it's weighted on the bottom so that it automatically lands on its wheels to roll around. And because the pen is off-center, it creates this this situation where it creates, through repetitive random action, will start to create this pattern in the corners. So these circles appear. What's interesting about the circles is that they're not actually drawn as a circle, but they are just a series of points where the pen has come into one point and then left again. And through that repetitive pattern has developed these drawings. And this one here is like particularly like almost like a world map of a possible but inexistent world. It is, yes, and it has a much more frenetic movement. Yeah. Which, as you say, is very interesting compared to the drawing on the bottom, which is much more lyrical. I always find in the drawing devices that they take on very different personalities, and that this becomes much more landscapish in the way it comes about sometimes. In terms of showing it, we're going to show one like this, and there's one more coming, and the other one is going to be shown. It's going to like an actual drawing. Right. This one reveals the device, and the other one reveals the result. The process, yes. This inner liner lifts out and is piano hinged together so that it unfolds like a map or a piece of paper unfolding on the wall. Art historically, what strikes me as interesting here is how you've contrived to evacuate expressivity from the artwork. It's art in the absence of an artist. In the absence, yes. I mean, it's about the process as much as anything. But I think I still play a very strong hand in setting the parameters. Yeah, you're kind of an inventor. Right. But very much the process of drawing, or the art-making process, is left to another entity that is, in a sense, absent, or in a sense at work. Inadvertently. Without presence, yeah. Inadvertently. L'exposition est partie de cette phrase de Char, qu'à chaque repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir, la place demeure vide, mais le couvert reste mis. Je pense que ton travail part aussi de... Justement, parce que parmi toutes ces images, une des images un peu emblématiques, qui d'ailleurs est absente de cette expo, c'était l'image d'une table dressée, en fait. Il n'empêche que des tables ici, il y en a de nombreuses. Oui, ici par exemple. Mais on est vraiment dans un champ intime, mais déserté. Mais ce retrait, en fait, cette échappée des figures fait qu'ils sont d'autant plus présents, notamment par l'insistance et presque l'annexion des vêtements qui est partout, des vêtements ou des meubles qui renvoient aux habitants de ces maisons. Pour parler un peu de comment ces vitrines qui correspondent chacune à 6 habitats visités pour la première fois ou revisités. Ces images font partie d'un corpus beaucoup plus important que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans et qui, sous la forme de ces images instantanées, Polaroid. Donc c'est vraiment une toute petite partie du travail où l'absence est
à la place, on pourrait dire, souvent les artistes travaillent l'absence par une sorte d'excavation, alors que là, en fait, on est dans ce qui est du reste, au sens de la démultiplication des objets, des bibelots, voire des éléments anecdotiques. Cette première, alors aussi comment l'installation s'organise, c'est soit des commandes, alors je dis des commandes, je rencontre des gens, soit dans une sphère proche ou des inconnus, ou des gens que je ne connais pas personnellement, et qui me demandent à un moment donné de filer, de doubler ce mouvement où les maisons se vident avant ou après la disparition ou la maladie des personnes, avant l'héritage, avant la dilapidation des biens ou le partage des biens. Et comme on sait que, surtout c'est un fait européen civilisationnel, la question de l'héritage est toujours une question difficile, qui est une question déchirante en fait. On a aussi cette restitution de l'héritage par cette hyper-fragmentation. En fait. Mais là encore, on revient à René Char qui disait que notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Alors justement, un testament, c'est au contraire quelque chose qui est un acte écrit, symbolique, qui permet de savoir qui hérite, qui n'hérite pas, etc. Justement, dans le processus que je mets en place, il y a en fait plutôt un dérèglement. Il n'y a pas de loi écrite, c'est-à-dire que ça échappe à quelque chose qui serait par exemple ce que beaucoup d'artistes ont fait d'un point de vue de processus typographique en fait. Il y a toujours quelque chose de déréglé en fait, qui échappe en fait. Oui. Mais ce qui est étrange dans ces images est d'une part le médium utilisé, donc les polaroïdes, qui est un médium pauvre, atypique en tout cas aujourd'hui. Ensuite, il y a le dispositif de monstration, à savoir des vitrines, donc détournement de dispositif muséal, pour montrer des images en tant qu'objet. Et puis dans les images elles-mêmes, il n'y a quasiment aucune... rien qui nous laisse voir l'extérieur. Nous sommes dans l'immanence des intérieurs. Sauf dans celle-ci où on voit un reflet de lumière extérieure. Mais sinon, nous sommes réellement quelque chose de confiné. Confiné dans un espace qui n'est habité que par une présence spectrale, en quelque sorte. C'est un peu je sais pas, je pense à Benjamin quand il parlait de l'envahissement des intérieurs par le décor, par notamment le décor floral. Donc, quand il parle du modern style, on est vraiment en dehors de la nature, une nature après la nature. Et d'où cette idée de confinement, en fait, et d'artificialité. Mm-hmm. Mais est-ce que les images sont mises en scène ou est-ce que tu as réellement trouvé les maisons telles quelles? Les images ne sont pas mises en scène. Ça veut dire pas. Là, il y a des chapeaux sur la table. Par contre, on sort les chapeaux simplement peut-être pour les dénombrer avant de les mettre dans une caisse pour savoir, en fait, dans ce partage des objets, quels sont ceux qu'on va conserver et quels sont ceux qui seront détruits oui, détruits, parce que cette idée de destruction, elle plane en fait, puisque énormément d'images sont des marquages d'un mouvement vers le bas, presque anthropique, de décomposition, de délitement en fait. Oui. Ça se voit, et alors chaque vitrine, il y a différentes intensités de ce mouvement de délitement en fait. Donc dans celle-ci par exemple? Dans celle-ci, c'est la série la plus courte. 18 images, ou est-ce que ça, c'est la totalité de... Non, c'est simplement la durée de séquence d'enregistrement a été extrêmement réduite dans l'espace d'une journée, donc ça donne ce nombre d'images, pas une de moins, pas une de plus en fait. Et qui est en fait l'exploration d'une maison où il y a des insignes en fait qui renvoient un peu à l'histoire de l'art, à une histoire un peu haute, et puis d'autres qui renvoient à quelque chose de beaucoup plus prosaïque en fait.
il faut, quand je ne sais pas, à un moment tu parlais de compétences artistiques ou de compétences au niveau du regard, Oui. et c'est vrai que aussi qu'en passant d'une image à une autre, on a plus ou moins d'informations par rapport à ce trésor de compétences, quoi. Et notamment dans les références que ça peut engendrer dans le... je pense aux scènes d'intérieur, sauf que quand tu parlais d'immanence, d'intériorité, quand on prend une peinture hollandaise avec un intérieur, c'est finalement pas du tout la même chose quand je prends un... Là, il y a quelque chose de véritablement vidé, en fait. Quelque chose qui est vidé au sens de la kénose, au sens d'un mouvement qui se vide, en fait. Et je pense que ce mouvement de vide, de vidage plus exactement, c'est celui-là qui organise l'ensemble des... D'accord. À l'intérieur de ces 6 ensembles, j'ai voulu inclure la maison familiale, justement quand je parlais à l'instant de compétences, en reprenant ce qui avait pu être travaillé, je dirais monté ou décortiqué dans d'autres maisons. Et ce qui est important, je parlais de la question de la légende. Ces images sont tellement chargées qu'il fallait absolument, d'une certaine manière, les refroidir par le mode de présentation, mais évidemment par une nécessaire abolition de la légende, de l'anecdote, puisque... Oui, il y a quelque chose d'extrêmement silencieux dans ce travail, et c'est pour ça que je l'ai appelé un inventaire, puisqu'il y a la notion d'une invention, donc inventer... en l'absence de la loi dont tu parlais, inventer une manière de pratiquer l'héritage, mais dans le mot inventaire, il y a le mot terre aussi. Et donc évacuer tout bavardage inutile de ces images qui sont à peine des images, mais plutôt des objets. Des objets qui montrent d'autres objets en abîme. Ce type d'inventaire, je l'ai aussi fait par rapport aussi au lieu d'où on vient, en travaillant sur une petite ville où je suis né, un peu comme une sorte de lieu commun, et en travaillant sur des images mutiques, en fait. C'est-à-dire en reprenant à la fois un vocabulaire de la photographie documentaire, mais en ne lui accolant absolument pas son nécessaire, sa légende très, très simple. Et donc, de proposer simplement des images muettes. Oui. De ce théâtre-là. Parce que finalement, les choses sont déjà données, quoi. Il y a un grand silence, et en même temps, elles sont extrêmement denses. Donc il faut vraiment... la menace, c'est justement de répéter, en fait, cette densité par une anecdote, ou par une virtuosité, ou par un montage savant, en fait. Je crois qu'il n'y a il n'y a aucune image plus silencieuse que celle qui montre la radio, en l'absence de toute légende, justement. Puisque là... dans ce rapport très inégal entre le verbe et l'image, c'est toujours le verbe qui triomphe, d'où l'intérêt d'évacuer la légende. Mais voir l'objet qui montre un objet sonore, réduit au silence, c'est vraiment lui donner une image du silence. D'ailleurs, dans le nouvel ensemble, j'ai repris cette radio ici, parce que j'ai pensé à cette fameuse radio de l'avenue Janvier, et une radio qui évidemment ne peut être que cassée, ne peut pas fonctionner en fait, ne peut pas émettre de message en fait. C'est une archive qui est un projet qui reste ouvert, une série ouverte. Mais c'est pas une série, mais... Non, justement, alors, je pense qu'il faut... C'est pas une série parce que ça manque de cette idée d'extrême codification de la série. Et je préfère en fait l'idée d'ensemble, en fait. Parce que l'idée d'ensemble, elle est plus fluide et elle permet aussi un réagencement incessant, continuel, perpétuel des images. Toujours par rapport à ce corpus initial qui sont en fait un tiroir, une malle dans lequel, après l'expo, les images sont remises dans des enveloppes de papier cristal et réintègrent en fait un fond qui ne cesse de s'augmenter. I think this is one of the most fascinating and enigmatic works in the exhibition. What gave you the idea of putting images in liquid honey?
my idea, Stephen, was because for me, honey is like a fluid of the future. It could change the sense of the images. I like to think that honey is a collective material. It's a collective production, but is sweet. Is very like a positive fluid. Also a love fluid. Yes, and a healing fluid. Yes, yes. It has all sorts of healing characteristics, so if you can, it can cure you from all sorts of different things. But the images that you've put in here, and to preserve them, are, for example, I see here is Eva Perón, Patria o Muerte. Yes, this is, all the images for me are selected because there are different moments of Argentine history that are really troubles. The images are not moments of happiness. There are or battles or moments of doubt. But I also like to put the images where there is no people, not so much people in the places. I prefer to work with the objects or with the landscapes, or yes, because they talk about where is the people there. Yes, in the absence of the people. Yes. Also for me, the honey is talking about something that is going on, something to come, that is not still present. Yeah, that's true. Yesterday we were talking about art in that sense, that art is always yet to come. Yes. For me, is that the strong idea of the work for me is that the couple in the bed is sleeping, and they have to leave the bed like with surprise, because they have some images, not nightmares, some images in the dreams, and they have the feeling that they have to go to action. They have to go quickly to action. Which is why it's called unexpected awakening. Yes. But it's not they're not chased from their bed by the police or by the military. No. They're called to action, Yes. called to an art which is still to come. Yes, the idea A world which is not yet. Yes. Is that world for me is absent, but Right. not in the bad sense. Yes. It's like something to come. Yes. And In that sense, I think there is something extremely anti-melancholic about your work. It's that's good. although your work is based on the archives which you created several years ago. Yes. There's no mourning aspect. There's no mourning, not in the sense of afternoon and morning, but mourning in sadness around these images, which of a world that's been lost, but rather premises of a world which is still to come. My relation with the history is very special because my family have we have historical writers in my family, but I have my idea is that Archivo Caminante don't works over the history. It works from the history to another place. It's not a point of view to the past. It's from some place to another place. That's also because I like to talk about walking archive, because it's not to conserve the information or to protect, but it's to transport, to give to another people, to another generation. It's like a mobile archive in that sense. It's not to keep out, watch out of this information. It's not that the idea. Right. For me, it was very good when I was in Bolivia, that people talk with young people, old people talk with young people, and they say that it's good to transport things. If you can transport, it's not it's for nothing. It's like you put something so strong, it's not possible to move. Right. Which is why you were able to come from Argentina to France with only carry-on baggage in the airplane. Sorry?
almost with no baggage. I mean, you brought your artwork with Yes. you. You brought the archives, But that's the idea. but in a handbag. Yes, that's the idea. What about this room? What do you think of this room? This room was a surprise for me because I feel, in one sense, I feel like in Argentina because it's an atmosphere that you don't know if it's something that will be destroyed or something is going to be built here. Right. It's between the two moments. Right. That is good. In in-between space. Yeah. Sorry. Yes, it was really a surprise. There's nothing random about your work either. It's also based on very fastidious and careful archiving practices. You're the author of the archives. You produce Yes. the work and you find the work. It's like two parts or three parts better because one part is a real investigation in the National Archive of Argentina. There are many images that are real official photos of the National Archive. What is this photo of, for instance? This is a bomb that it doesn't explode in 1955 in Plaza de Mayo. These are also selected because they are different moments that are terrible moments. And I mix these images. I like to ask about what is a document, who builds documents in a society, and then that question makes me go to the streets and try to find my personal documents, but in the same places where things happen. Then that's because I look for the landscapes or the objects and not to the people, because people that was there now is not there. And then I mix these two images. And the third part of my archive is like trash documents, all what the people throw up. They don't want to take it. For example, this is a box, an old box of matches, a collection of box of matches with different gauchos of Argentina. And this kind of old objects, some I look in old markets or something like this, but the others, many people give to me because they know I like that material. Then if you have to throw up something, I try to be there. And you accompany this with these drawings, which are very surrealistic, and at the same time seems, for example, the ones on the beach or the ones in the clouds, they seem to be like drawn images of land art projects which never existed. The drawings for me were a consequence of my dialogue with you, Stephen, because you sent me some letters about graphismus and also about the relation between words and images. And I like to think that it's possible to find these words in the nature. Right. And then I begin to draw this kind of words that are economical works and sentimental words. The both worlds are together. Yeah, sure. You find them in nature, but in this one, for example, you would find them in a subterranean situation. This is, I think, it's a Latino American situation. We want to go to the inframundo. Yes. It's usual to us to go to, I don't know, to where we are. Right. Where we come from. Right. Back to the roots. Yes. This is special because it's the gaucho and the roots says market. Yes. This is historical situation, different troubles and doubt with stones in the sea. This is in special relation with the honey and the bed. I like also to build a triangle between the moon, the honey and the bed. It's part of the positive feeling of the work. I think it's quite fascinating, your thoughts about documents and also the absence of art, because
There seems to be a presence of documentation, which is a placeholder for the art, which is perhaps still to come, like the world that's yet to come. I hope that. Yes. Art is, in Argentina, art is a place that I think is very good to think that we can build also that place every day, and not that this a place where some people is there from, I don't know, from when, and also to take out the art of that places, to broke the idea of out and in. This kind of territory of art, I don't like it. I don't like it. It's interesting because your artwork, your work is obviously very strongly rooted, like you were just saying, in a particular reality, in the reality of Argentina, and its very bumpy 20th century history. But at the same time, it's not vernacular art. It's not local art. Local art. Local, yeah, it's... Local, yeah. Okay. I try to do that. I try to look for the relations, because I think that many people all over the world have the same troubles, and also it's not about the reasons have connections also. The reason of that have connections. Then I try to look for that kind of relations. Vous avez accroché cette pièce, 523 clous au moins, dans du béton. Ouais. Je pense que c'est peut-être vous au monde qui êtes les spécialistes de cette pièce dans sa dimension physique en tout cas. Qu'est-ce que c'est pour vous? Bah, c'est vrai que enfin, l'idée de départ de cette pièce, elle est complètement conceptuelle, parce que donc, il y a, chaque définition est remplacée par le mot pain. Mais je pense que l'intérêt pour nous de l'accrocher, c'était qu'on s'en est rendu compte physiquement. Ouais, on allait au-delà du concept et on se rendait vraiment, on prenait conscience de sa présence physique et englobante et à manipuler chaque cadre. C'est vrai que ça devient encore plus présent. Et donc après, la balayer du regard, mais aussi marcher à côté, différentes façons de se l'approprier, elle devient vraiment architecturale en fait. Oui, et puis c'est là qu'on voit que la meilleure façon de se l'approprier, c'est de lire, c'est de s'arrêter devant chaque cadre, de regarder chaque définition. Et l'intérêt de cet accrochage-là, c'est vraiment qu'on, voilà, il faut se mettre là. Mais on peut vraiment tout voir, on voit tout, quoi. C'est pour ça qu'on trouve important d'en mettre le maximum, puisqu'il fallait que l'œuvre s'adapte au lieu. Et donc on était tributaire du lieu, on n'était pas complètement libre, parce qu'on a eu des problèmes de métrage. Donc au-delà du concept, en plus, on est confronté à des problèmes purement physiques et de place. Et donc, on a dû faire des choix parce que malheureusement, on ne pouvait pas tous les placer. Donc, se poser la question aussi de savoir quel était l'intérêt de ce travail, s'il doit être présent dans sa totalité ou si simplement quelques pages suffisent. Est-ce que l'important est de comprendre le concept ou vraiment d'égrener les pages et de se l'approprier une par une? Donc nous, on a fait le choix d'en mettre le plus possible parce qu'on estime que le concept, il est très facile à comprendre, mais que ça suffit pas du tout. Et c'est pour ça qu'on en a mis sur les poutres, même si c'est pas très joli, parce que c'est pas ça qui... On n'était pas là pour faire du joli, on a pris le parti d'en mettre le plus possible pour essayer d'épuiser ce concept. Parce que ça suffit pas du tout
de se dire oui, bon, on a compris, chaque mot est remplacé par pain, ok, c'est très simple, mais il faut que ça devienne physique pour le spectateur en fait. Tout comme ça a été physique pour lui, voilà, finalement, d'effacer chaque mot, prendre chaque page. Peut-être qu'on avait le besoin aussi de saisir chaque page et d'éprouver une certaine pénibilité dans l'accrochage. C'était... On va avoir fait le tour comme ça et sans aller, on aurait pu continuer dans notre pièce par exemple. On aurait pu continuer, c'est vrai, pour avoir vraiment la totalité des pages, mais c'est un dictionnaire et le dictionnaire englobe le monde, c'est un monde clos. C'est l'univers qui est fermé dans un ouvrage qui a un début et qui a une fin. Voilà, c'est un livre. Donc. Et le faire sortir de la pièce, c'était donner une possibilité de s'échapper et de continuer. Et or, on voulait rester dans cet espace parce que c'était aussi un espace clos et donc ça représentait le monde clos du dictionnaire. Même si l'anglais colonise le monde, même s'il y avait cette idée-là de colonisation par la langue anglaise, on s'est dit c'est mieux de garder ça dans un espace clos comme un livre qu'on referme. Oui, puis on voulait aussi en mettre un maximum parce que ça n'avait jamais été présenté dans sa totalité et partiellement jusqu'à présent, que des petits bouts. Et là, c'est la première fois que c'est présenté sous cette forme. Donc là, voilà, on a essayé d'en mettre vraiment le plus possible dans les coins, partout, sans se dire... Et aussi en égrenant chaque page, en fait, c'est pas mal de les mettre toutes parce qu'on se rend compte, quand on commence à regarder, que le mot pain sur le dictionnaire n'a pas... la définition n'a pas été... Ah oui, il faut voir ça, c'est un peu plus par là. Donc si on s'amuse à chercher le mot pain, on voit qu'il a eu un traitement différent. Alors il est un peu plus... il est là, voilà, c'est ici. Donc là, il a laissé la définition telle qu'elle. Et finalement, le fait que ça forme une boucle aussi, c'est sans fin. On pourrait tourner comme ça autour, sans jamais s'arrêter. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette idée-là de déambulation dans ce lieu, parce que c'est un lieu où on déambule normalement. C'est une mezzanine comme ça, un lieu de promenade en fait. Et cette idée de douleur, pain en anglais c'est douleur, c'est un peu... C'est étrange parce que en fait il réduit le langage, construit le monde. Et là il réduit quand même tout le monde à un mot ou à une sensation. Et l'idée c'est en fait de montrer que la seule réponse émotionnelle qu'on peut avoir dans notre monde contemporain, c'est la douleur. Et c'est vrai que c'est une vision assez pessimiste, mais c'est montrer ça, que c'est une des seules réponses émotionnelles qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi garder cette boucle fermée, parce que quand on souffre, on se referme, on est comme ça, on est fermé. Et c'est pour ça qu'il fallait garder ça. Cette idée-là.